Aujourd'hui, je reçois Jean-François Lhuillier, ex-agent de la DGSE, et nous allons parler de son dernier livre, L'homme de Tripoli, aux éditions Mareuil. Bonjour Jean-François Lhuillier. Bonjour Pierre. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, dans ce livre, vous nous faites découvrir un petit peu les coulisses des renseignements français à travers une mission passionnante de 2009 à 2012 en Libye à laquelle vous avez participé. Alors, pour planter un petit peu le décor, est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte dans lequel a démarré cette mission en 2009 et ensuite nous expliquer un petit peu en quoi elle a consisté? Je suis arrivé à Tripoli, en Libye, à l'été 2009. En vérité, le pays préparait le 40e anniversaire de la révolution du colonel Muammar Kadhafi, qui était venu donc au pouvoir après avoir chassé le roi Idriss en 1960, le 1er septembre 1969. Donc, je suis arrivé dans un contexte, j'allais dire, un peu festif finalement, où au moins sur Tripoli, mais j'imagine également sur les autres, dans les autres métropoles du pays que je n'ai pas visité immédiatement, vous pouvez vous en douter. Euh, Tripoli était en train de se faire, comment dire, une beauté, si je puis dire. Hein, tout le monde nettoyait les trottoirs, les repeignait, les façades, enfin, mettait, voilà, faisait une belle ville pour célébrer les, cet anniversaire. Voilà dans quel contexte je suis arrivé. Alors évidemment, j'avais dans la tête toutes mes connaissances acquises sur le régime, donc je savais bien que malgré les apparences festives, justement, comment dire, un régime dictatorial, hein, de type Corée du Nord, pour faire une comparaison un petit peu rapide quand même, euh, où les gens étaient très surveillés, où la police était voilà, omniprésente. Enfin, quand je dis la police, c'est les services, etc. Voilà un petit peu le contexte dans lequel je suis arrivé. Et donc, votre mission Alors, en arrivant? pardon? Votre mission en arrivant au départ, Alors c'était voilà, quoi? donc je suis arrivé, moi, avec en fait deux missions. D'abord, je suis un espion de la République, hein. Comme je l'écris dans le livre, vous savez, je dis que j'arrive en Libye avec une grande pancarte dans le dos, euh, espion de Sarko. Bon, pourquoi? Parce que l'une des deux missions, c'est pas celle que je préfère, mais c'est mon travail, donc je la fais au mieux du mieux possible. L'une de mes missions, c'est d'entretenir des relations avec les services spéciaux locaux, libyens donc. Donc une mission officielle. Donc, qui dit mission officielle, dit présence de cet espion que je suis, officielle. Et donc ça, c'est le premier volet de ma mission. Et dans ce cadre des relations avec les Libyens, c'est plus particulièrement l'entretien, euh, enfin pas l'entretien, puisqu'en vérité, quand j'arrive, il n'y en avait pas vraiment, c'est le développement des relations sur le plan du contre-terrorisme, qui est ma spécialité initiale. Et je vous expliquerai peut-être plus tard pourquoi. Voilà. Donc ça, c'est la première mission, développer les relations avec les services libyens dans le domaine du contre-terrorisme. C'est la mission officielle. Et puis, la mission de l'espion, qui est une mission évidemment clandestine, c'est-à-dire secrète, de recherche d'accès humain, puisque mon métier, moi, j'appartiens à la direction du renseignement de la DGSE, et donc on traite des sources humaines, des capteurs humains, comme on dit chez nous. Donc, mon rôle, c'est euh, comment dire, de traiter, manipuler, être au contact des sources déjà existantes au poste, des sources humaines, et éventuellement, si possible, en tout cas, mettre tout en œuvre pour en trouver d'autres, secrètes, au nez et à la barbe des services libyens, pour le coup. Donc trouver des sources Voilà. humaines justement, comment est-ce qu'on s'y prend une fois sur place pour traquer, identifier, cibler ces sources, s'assurer qu'elles soient fiables parce qu'à certains moments dans le livre vous dites douter de la fiabilité de certaines d'entre elles en tout cas. Comment on fait pour s'assurer de tout ça? En gros voilà une fois qu'on arrive sur place, qu'est-ce qu'on fait concrètement? C'est quoi le plan d'attaque si j'ose dire? Alors, vous noterez que c'est un peu expliqué dans le livre, hein, au moment où je pars en Tunisie, en mission en Tunisie, où effectivement je pars de zéro à la recherche de contacts libyens.
Bien, écoutez, la question que vous posez en vérité est un peu complexe au sens où c'est un processus qui est assez long. Rechercher rechercher une source humaine, ça commence. C'est pas simplement, on tape pas sur l'épaule du premier venu dans la rue en disant je suis de la DGSE, vous voulez travailler pour moi? Bon, c'est pas exactement comme ça, vous vous en doutez. Donc, ça commence comment? Par d'abord la définition de l'objectif à atteindre. Il faut savoir ce qu'on cherche, sinon, voilà. Ensuite, une fois qu'on connaît l'objectif, on étudie cet objectif. C'est un processus qui est un petit peu long. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, étudier un objectif? Ça veut dire quels sont, en ce qui me concerne, moi je cherche des sources humaines, hein, quels sont les moyens humains pour accéder à cet objectif? Quels sont les hommes, les femmes, les gens qui accèdent à cet objectif? Voilà. Et une fois qu'on a l'environnement de l'objectif, eh ben, on essaie de choisir une cible qui permette de remplir l'objectif au sein de enfin, qui permet de remplir la mission au sein de cet objectif. Voilà. Et une fois qu'on a fait cette cible, après, on commence ce qu'on appelle le travail d'environnement. Je l'explique un petit peu dans le livre, hein, tout ça. Le livre est aussi un parfait manuel de la recherche humaine, en fin de compte. Donc, on fait l'environnement de la personne qu'on a ciblée, c'est-à-dire qu'on étudie tout de sa personnalité, de ses habitudes, de sa vie, de sa profession, de ses relations, que sais-je, de ses goûts, de ses aversions, de ses habitudes, voilà. Un travail qui prend du temps. Et pour le coup, c'est un travail qui n'est pas seulement mené sur le terrain, mais qui est aussi mené en centrale à Paris, avec tous les moyens du service. Tous les moyens sont mis, enfin tous les moyens possibles sont mis à la disposition de ceux qui recherchent les renseignements, hein, et notamment sur la cible en question. Donc, une fois qu'on a fait cette étude on peut dire de personnalité, on décide à Paris. Ça se passe à Paris en vérité, qui donne le feu vert au terrain pour prendre contact ou non, on décide ou non d'aller au contact de la personne choisie. Parce qu'il se peut que pendant l'étude, on découvre que finalement, la personne choisie n'a pas les accès qu'on souhaitait, qu'il y a un truc qui nous embête parce qu'elle est en relation avec un service truc machin, enfin, j'en sais rien. Vous voyez, on peut très bien annuler jusqu'au dernier moment. Voilà. Et donc, une fois qu'on décide d'y aller, on met un officier traitant au contact de cette personne. Alors, soit l'officier traitant qui est sur le terrain en poste extérieur, comme je l'étais à Tripoli par exemple, soit on envoie quelqu'un de Paris, un officier traitant dont les caractéristiques personnelles se rapprochent ou disons peuvent quitter, enfin peuvent aller, vous voyez ce que je veux dire, avec la personne ciblée en symbiose, on va dire, de manière à faciliter les choses. Voilà, et puis à partir une fois que le contact est pris, eh ben la manipulation débute. Et là, c'est la grande aventure humaine où, eh ben, avec les incertitudes, évidemment, hein, mais en général, quand on a bien fait le travail comme ça, c'est rare que les cibles s'esquivent au dernier moment. Voilà pour brosser globalement le travail de l'approche. Après, il y a la manipulation, etc. Bon, c'est un autre métier. D'accord. Et alors vous, en l'occurrence, dans votre cas, vous avez été tantôt en contact avec des personnalités du régime de Kadhafi, même des gens très très proches. Tantôt aussi, vous avez eu des relations avec des personnes qu'on pourrait qualifier, je sais pas, d'opposants, de rebelles, en tout cas qui faisaient pas partie du régime. Donc vous avez connu ce renversement de situation avec, au départ, une mission qui démarre dans un contexte plutôt festif, pour reprendre vos mots, et ensuite l'arrivée des printemps arabes et l'opération française avec objectif de renverser le régime. Aujourd'hui, avec le recul, comment est-ce que vous jugez, vous voyez cette opération française qui a visé à renverser le régime de Kadhafi? Si vous permettez, je préciserai que, enfin, moi j'étais sur le terrain. Vous allez me dire, j'ai peut-être pas tout entendu, hein, mais il me semble que l'opération française ne visait pas à renverser le régime, mais visait à protéger les populations de Cyrénaïque, dans l'est, la partie orientale de la Libye, proche de l'Égypte, qui s'étaient rebellés pour le coup et dans lesquelles Kadhafi envoyait ses troupes pour mater la rébellion.
Donc, le pouvoir français, en vérité, euh, son but affiché, en tout cas, était de protéger les populations cyrénaïques, donc orientales, dans l'est de la Libye, et sous ce prétexte-là, en vérité, a chassé effectivement le Muammar Kadhafi du pouvoir. Mais c'était bien entendu le but caché, on va dire. Voilà. D'accord. Alors, on sent à certains moments du livre que vous mettez un petit peu en exergue des petits défauts de la DGSE, notamment en interne, sur le plan des ressources humaines, de la transparence, dans la communication. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de tout ça? Bien entendu, mais enfin, je suis pas certain que ce soit la chose la plus intéressante du livre. Euh, Effectivement, mais vous savez, comme dans tout groupe humain, il y a parfois des problèmes de relationnel, on va dire, et d'organisation. Et en vérité, moi, ce que j'ai voulu souligner dans le livre, c'est le tournant qu'a pris le service au moment de la démilitarisation qui a eu lieu en 1990 dans dans les suites de la sinistre affaire, du Rainbow Warrior en 1985. Vous savez, le navire de Greenpeace qui avait été coulé par le service action du service de la DGSE. Donc, démilitarisation du service en 90 sur ce prétexte-là et pour des raisons idéologiques, il ne faut pas se le cacher. D'ailleurs, son auteur l'a dit sans vergogne un peu plus tard, beaucoup plus tard même. Et donc, ce sont les conséquences de cette démilitarisation qui ont entraîné ce que j'appelle, enfin, la perte de l'esprit militaire qui faisait la caractéristique de la DGSE. Cette caractéristique qui est unique au monde, hein, qui est comment dire, un mix entre militaire et civil. Donc, il ne s'agit pas du tout, dans mon propos, d'opposer les uns aux autres, au contraire même, puisque je pense que on est tout à fait complémentaires. Ce que je regrette, c'est que l'ossature hiérarchique militaire de la boîte, de la DGSE, ait été euh, écartée au profit de civils, ce qui a entraîné justement cette perte d'esprit militaire, cette cohésion, cette confiance, et aussi un certain savoir-faire opérationnel. Alors, Voilà. Et que donc ça a entraîné ça. est-ce que vous sous-entendez qu'elle devrait être remilitarisée? Alors, écoutez, c'est politique. Moi, oui, je préférerais, mais bon, faut pas aller contre l'air du temps. Enfin, je pense que les armées également ont un petit peu démissionné dans cette affaire-là. Ils ont laissé l'outil DGSE partir et c'est dommage. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce que c'est que la DGSE? C'est le seul outil français de la guerre secrète. Et qui c'est qui fait la guerre sinon les militaires, hein, entre nous? Donc oui, moi je préférerais revoir une certaine hiérarchie militaire se remettre en place pour justement réinsuffler cet esprit militaire. Néanmoins, bon, il faut faire avec, hein. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a aussi ce dénouement un petit peu étonnant, surprenant, même un peu brutal. On vous évince un petit peu de votre mission sans forcément vous prévenir. On sent en plus que c'est une mission qui vous tient vraiment à cœur, donc on partage un petit peu votre frustration. Est-ce que vous connaissez aujourd'hui les raisons qui ont fait qu'on vous a évincé comme ça sans forcément trop vous prévenir? Vous n'allez peut-être pas me croire, mais non. Personne ne m'a jamais rien dit officiellement, hein. Personne ne m'a donné aucune raison. Et pourtant, il y en avait, j'allais dire, des milliers de raisons possibles. Ils auraient pu même en inventer. Vous savez, ça fait partie du métier d'inventer les choses. Non, personne on m'a dit non, voilà, bah, tu laisses ta place et puis tu fais autre chose. Voilà. C'est un petit peu triste. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez toujours un lien avec la DGSE, quel qu'il soit, ou plus du tout? Alors, écoutez, j'ai eu un lien. Je suis parti à la retraite en 2014, ce qui fait quand même quelques années maintenant, mais j'ai intégré ce qu'on appelle la réserve opérationnelle. Et au sein de cette réserve, j'ai été amené à effectuer des missions au profit de la DGSE dans plusieurs pays. Voilà, des missions d'audit, de formation, enfin des missions, on va dire, moins opérationnelles quand même, vous voyez.
Et ça jusqu'à la veille de la sortie du livre, parce que je voulais libérer ma parole et ne pas mettre la DGSE dans l'embarras, ni moi d'ailleurs. Et donc, euh, j'ai démissionné la veille de la sortie du livre et je suis allé dire au revoir au directeur général. euh, et je lui ai offert le livre en même temps, quasiment. D'accord. Et pour revenir sur la Libye, est-ce que vous savez si aujourd'hui la DGSE est toujours active d'une manière ou d'une autre dans la résolution du chaos actuel, on pourrait dire? Alors, vous l'imaginez bien, je ne suis plus dans le secret des dieux. Le secret des dieux, c'était voilà, dans les années 2009-2012. Aujourd'hui, on peut imaginer que, évidemment, la DGSE, en tout cas, observe au minimum, observe au plus près les évolutions du pays, du moins, enfin, je le sais, parce que c'est la façon dont c'est comme ça qu'on fait, quoi, hein. Donc, mais une implication réelle, j'en ai pas, je peux pas vous répondre sur ce point-là. On peut le penser, peut-être pas sur le long terme, mais de manière ponctuelle, c'est possible. Je le souhaite. J'espère qu'on ne laisse pas tomber la Libye, parce que c'est vrai qu'elle est entre les mains de forces, comment dire, opposées, hein, soit nationalistes, soit islamistes. Et bon, c'est un désastre, hein, on voit bien. Bien, eh ben écoutez, je vous remercie Jean-François Lullier. Je le rappelle, vous êtes auteur de ce livre L'homme de Tripoli aux éditions Mareuil. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et merci à vous qui nous avez suivis d'avoir regardé cet entretien.